Le 24 février, samedi, cela fera 2 ans, jour pour jour, que la Russie a lancé une invasion militaire en Ukraine. 2 ans de guerre là-bas et 2 ans de mobilisation ici. Dominique Drouin, vous avez été parmi les tout premiers à vous mobiliser. Votre première action, c'était une grande collecte à Götzenbrück. Oui, effectivement, nous avions alors pour la petite histoire, nous avions déjà des contacts avec l'Ukraine avant la guerre. Nous avions rencontré des Ukrainiens venant de Lemberg en Ukraine, à Lemberg en France, en présence d'élus de Lemberg en Allemagne, et évoqué déjà l'idée de la construction d'une association entre les 3 Lemberg, donc Lviv, qui veut dire Lemberg en Ukraine, Lemberg en Allemagne et Lemberg en France, avec des objectifs comme des échanges de jeunes, des actions culturelles communes, etc. Et puis tout ça a été un peu coupé dans son élan avec le déclenchement de la guerre. Voilà, donc on avait déjà les contacts. Alors très vite, on a pu mettre en place une collecte, donc à Götzenbrück et à Lemberg, dans les 2 villages, et un camion que nous avions affrété directement grâce à nos contacts en Ukraine, qui venaient d'Ukraine, pour récupérer un 36 tonnes, pour récupérer des couvertures, des vêtements, du médical aussi. Les pharmacies y avaient participé, donc c'était une grande action qui, en très peu de temps, a réussi à remplir ce camion et à être donc accueilli à Lemberg en Ukraine et ensuite dispatché en Ukraine selon les besoins. Une grande action et qui avait déjà réuni pas mal de monde, puisque au départ, c'était l'association de Lemberg Foyer pour tous, dont vous faites partie aussi, qui se mobilisait aux côtés d'autres associations locales. Et puis finalement, vous avez créé l'association franco-germano-ukrainienne qui est basée à Zweibrücken, c'est ça? Voilà. Alors, donc c'était notamment le foyer rural de Götzenbrück avec lequel on avait beaucoup travaillé, avec lequel on travaille encore, et on l'abordera tout à l'heure lors des actions de commémoration. Alors cette association franco-germano-ukrainienne, nous souhaitions la créer de manière transfrontalière. Malheureusement, il n'y a pas de statut d'association transfrontalière. Donc il fallait choisir un pays. Nous avons choisi effectivement l'Allemagne pour déposer nos statuts, mais le comité, et ça n'a pas été une mince affaire non plus, pour être reconnu, donc le comité est formé de personnes de nationalité ukrainienne, française et allemande. Et l'étape suivante, qui n'était pas facile non plus, c'est d'être reconnu d'utilité publique en Allemagne, avec des Français et des Ukrainiens dans le comité. Voilà, je vous épargne les détails donc juridiques et techniques qui ont été des obstacles, mais nous avons réussi. Finalement, les statuts ont été déposés en mai 2022, et donc avec la reconnaissance d'utilité publique. Et donc vous êtes français, vous en êtes le vice-président. La présidente est ukrainienne, mais vit en Allemagne depuis longtemps, depuis déjà avant le déclenchement de la guerre. Alors elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on lui a demandé quelles étaient à ses yeux les actions les plus marquantes. Depuis 2 ans, on a organisé plusieurs actions très différentes. Pour moi, parmi les plus importantes, il y a le soutien aux soldats ukrainiens. Nous avons acheté des vestes pour l'un des bataillons et des chaussures aussi. C'était très important pour protéger les soldats et qu'ils aient chaud, notamment en hiver où il y a beaucoup de neige en Ukraine. La seconde action qui m'a beaucoup plu, c'est quand nous avons invité des enfants ukrainiens à venir en France. On a organisé un camp au mois de juillet. Il y avait 15 enfants ukrainiens. Ils ont habité ici, chez l'habitant. Ils étaient vraiment heureux de ne plus entendre les sirènes. Alors Marie-Claire Glad-Jonas, vous faites partie de ces familles qui ont accueilli l'été dernier des enfants ukrainiens pour quelques jours de vacances. Je suppose que c'était une expérience marquante. Très marquante. Je peux vous dire qu'on en parle encore régulièrement tous les jours à la maison, et nous avons des contacts encore avec les 2 jeunes
Comment vous vous êtes lancé là-dedans? Parce qu'en fait, vous, au départ, vous ne faisiez pas encore partie de l'association. Non, non, pas du tout. Quand j'ai entendu qu'il y avait un projet d'accueil d'enfants ukrainiens, tout de suite, j'ai appelé Dominique et bon, on habite le même village, donc et tout de suite, voilà, j'étais volontaire, vraiment, avec mon mari, avec ma fille et mes 2 petits-enfants, d'accueillir des enfants ukrainiens. Donc, alors, au quotidien, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a l'aspect des enfants qui parlent français, pas forcément l'anglais, et puis vos enfants, vos petits-enfants, je ne sais pas s'ils arrivaient à échanger avec eux. Et puis, il y a l'aspect, ce sont des enfants qui sont potentiellement traumatisés par la guerre, qui ont l'habitude des sirènes, des bombardements, des morts dans leurs proches. Comment ça s'est passé avec eux? C'était un petit peu ma crainte au départ, que les enfants allaient peut-être ne pas dormir, ne pas avoir des difficultés la nuit, ou voilà. Et puis au niveau de la, comment je vais dire, du journalier, enfin du quotidien, quoi. Hein. Et ça s'est en fait très, très bien passé, parce qu'elles se sont très bien adaptées déjà dès le premier jour. Voilà. Après, au niveau de la communication, c'était surtout, on avait la chance d'avoir une petite ukrainienne qui parlait assez couramment l'anglais. Donc moi, comme j'avais aussi des notions d'anglais qui datent quand même d'il y a longtemps, mais voilà, on a bien pu communiquer, et avec aussi une application sur donc le téléphone portable. Elles avaient toutes les 2 leur téléphone, et donc avec une application, un traducteur, on a pu vraiment bien communiquer. C'était vraiment très, très ludique pour toute la famille, pour mes petits-enfants également, et mon mari également. Donc c'était autour de la table. Bah, c'est sûr qu'on avait le téléphone, mais ça nous permettait d'échanger. Et on a vraiment passé 15 jours formidables avec ces 2 jeunes Ukrainiennes, à tout point de vue. Il y avait aussi donc un centre aéré, qui était organisé. Oui, toute la journée, il y avait plein de il y avait des d'activités. Une semaine, elles étaient en centre aéré, donc je les amenais le matin, ou mon mari, à 8h. Et donc, c'était vraiment, ça leur permettait aussi d'être ensemble. Les enfants, entre eux aussi, se retrouvaient, leur groupe de 15 enfants. Et la semaine d'après, donc, Dominique avait organisé aussi quelques actions, quelques sorties. Enfin, en tout cas, c'était très, très bien organisé. Je peux vraiment... J'en sors que du positif. Hein, à refaire. Vous aussi, vous en aviez hébergé? Oui, alors j'avais aussi 2 enfants ukrainiens, 3 chez moi à la maison. Je confirme tout ce que disait Marie-Claire, c'était vraiment... alors c'était 2 semaines intenses, mais aussi, je pense, des plus enrichissantes de ma vie, d'être en contact. Alors, par rapport au traumatisme dont vous parliez, ma mère m'avait raconté l'époque où elle était pendant la guerre dans sa cave avec les signaux pour les sirènes pour les bombardements. Je n'ai jamais vraiment pu m'imaginer. Et là, durant ces 15 jours, alors il y avait une animatrice ukrainienne qui était, 2 animatrices ukrainiennes qui avaient accompagné ces enfants. D'ailleurs, pour aussi être là, on l'avait demandé au niveau de l'association à ce qu'il y ait aussi des adultes ukrainiens qui soient présents pour éventuellement, en cas de problème psychologique, affectif, etc., à régler, pour qu'ils puissent être rassurés, les enfants. Et donc, une de ces animatrices avait laissé son téléphone sur la table, et moi j'étais descendu à la cave, et d'un coup il y a eu une sirène, mais un bruit qui faisait... qui glaçait le sang. Et c'était, en fait, elle avait oublié de débrancher l'alarme, parce que chaque fois, chez eux en Ukraine, en fait, les alarmes ce sont plus des grosses sirènes, c'est chacun à son téléphone. C'est transmis sur les téléphones, et j'ai compris ce que c'était. Et j'étais en plus dans la cave, donc j'ai, alors un instant, juste pu peut-être me représenter ce que ça voulait dire. Alors donc on avait mis ça en place. On avait aussi au niveau langue, on avait tout ce que disait Marie-Claire, mais on avait aussi des enfants ukrainiens qui étaient déjà en Allemagne depuis un bout de temps, qui parlaient couramment l'allemand, et qui pouvaient faire ensuite aussi l'interface. Bien échangé. Alors vous disiez, vous étiez resté en contact avec celles qui étaient chez vous. Est-ce que vous êtes dans l'ensemble resté en contact avec tous ces enfants? Est-ce qu'ils vont bien? Parce qu'ils sont retournés dans leur pays. Oui, moi je peux parler des 2
filles que nous avions hébergées, enfin que nous avions accueillies, et elles vont bien. Elles vont bien. L'une d'entre elles a eu un petit frère, donc j'ai des contacts très réguliers avec elle, donc avec Anastasia, enfin les deux. Hein, elles s'appellent toutes les deux Anastasia, et elles vont bien. C'était le 29 décembre, il me semble, qu'il y avait une attaque également, un bombardement. Donc là, elles étaient vraiment très inquiètes, elles ont pleuré, elles m'ont dit vraiment c'était. Donc moi, je suis en contact très régulièrement, vous avez toutes les tissé semaines. des liens forts. Et oui. Et elles sont pour elles, enfin pour le moment, les nouvelles sont rassurantes, mais elles sont quand même dans un pays en guerre et c'est quand même. Elles me disent toujours que l'avenir est incertain. Bien sûr. Pour elles. Alors, ces enfants... Pour donner un petit complément au niveau géopolitique, ces enfants étaient pour la plupart déjà des réfugiés, c'est-à-dire beaucoup avaient déjà été déplacés dans leur pays. Voilà, dans leur pays. C'est beaucoup d'enfants, donc beaucoup de familles de l'Est se réfugient près de Lemberg, près de Lviv, puisque c'était un peu protégé. Si ce n'est que maintenant, depuis quelques mois, notamment en fin décembre, mais aussi là en janvier, les bombardements commencent à prendre de l'ampleur aussi à Lemberg, donc à l'ouest. Et on a les retours qu'on a, c'est les peurs qui commencent à aussi gagner. Ils retrouvent en fait les peurs qu'ils avaient fuies. Bien sûr. Alors, ces enfants n'étaient là que pour quelques jours de vacances, mais il y a aussi des familles qui ont déménagé, qui se sont réfugiées ici. Il y a des femmes ukrainiennes d'ailleurs qui ont participé à des actions en faveur de l'Ukraine. Il y a eu notamment la vente de spécialités culinaires ukrainiennes au Domino's Bar de Lemberg. Comment elles vont, ces familles qui se sont installées ici? Est-ce qu'elles ont pu s'intégrer? Est-ce qu'elles rêvent encore de retourner dans leur pays? Ou est-ce que comme la guerre se poursuit, et elles sont plus ces familles-là dans l'optique de rester, de s'installer définitivement ici? Oui, on a deux publics en fait, avec deux attitudes, disons pas opposées mais différentes. Les uns qui, comme vous le disiez, qui se disent, bon maintenant, ça fait 2 ans, ça va, au vu de la folie guerrière de la Russie, ça ne risque pas de s'arranger en Ukraine, et qui ont commencé à construire un projet de vie du côté en Allemagne ou en France, avec des formations, avec reconnaissance de diplôme, une action de reconnaissance de diplôme, et dans l'idée, dans une perspective de rester, du moins sur du moyen terme, en Allemagne. Et ensuite, il y a d'autres familles, dont souvent le mari d'ailleurs est encore en Ukraine et pour la plupart du temps au front, qui elles attendent et espèrent, comme nous tous d'ailleurs, que cette guerre s'arrête et qu'elles puissent retrouver leur mari ou leurs parents, leurs grands-parents, etc., qui sont restés en Ukraine. Et par rapport à la langue, on reproche souvent, d'ailleurs j'ai même entendu l'autre jour une représentante de l'État français qui disait ça, oui, ça fait 2 ans qu'elles sont là et elles ne parlent même pas le français, alors que c'était des réfugiés qui étaient en Allemagne, mais bon, passons sur ce détail. Mais au niveau de la langue, on remarque aussi qu'en fonction du projet, on apprend plus ou moins vite une langue. Celles et ceux qui souhaitent rester, s'intégrer, sont passés du niveau A1 au niveau B2, C1 très rapidement, en 1 an et demi, 2 ans. Les autres ont un peu plus de mal et se retrouvent plutôt entre elles pour se rassurer, pour retrouver leur tradition, leur culture, etc. Et ce n'est pas leur projet prioritaire. Oui. Alors en attendant, maintenant tout ça, la mobilisation continue, et tout particulièrement cette semaine qui marque 2 ans de guerre. Vous avez organisé une conférence de presse samedi au Domino's Bar à Lemberg pour dévoiler le programme. Quelles sont les prochaines actions? Oui. Par rapport aux actions, peut-être 2 mots sur les actions passées, si vous me le permettez. Les actions passées qui ont été très riches. Alors très riches aussi au niveau culturel. Parce que nous avons eu l'occasion d'être confrontés à des choses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans notre quotidien, des situations difficiles où il a fallu trouver des solutions au quotidien. Donc, on parlait du froid. Tout à l'heure, la présidente parlait d'une action qu'on avait menée pour des soldats qui étaient effectivement au front. Alors,
je voudrais préciser que nous ne fournissons pas d'armes ou l'idée là, c'était juste de leur fournir des gilets chauds afin que dans leur tranchée, ils souffrent un peu moins du froid. Et par rapport au froid, le froid, c'est intéressant parce que c'est intéressant. C'est aussi quelque chose qui nous lie, parce que nous habitons aussi une région où il fait peut-être plus froid que dans le reste de la France, et nous avons notamment des clubs de tricot. Et au travers de ces clubs de tricot, nous avons monté une action, donc Tricoter pour l'Ukraine, où des femmes se retrouvaient, c'était plutôt des femmes, hein, je suis désolé, il n'y avait pas d'hommes dans le club de tricot, et donc ces femmes se retrouvaient pour tricoter des couvertures, des châles, etc., pour des vieillards, des enfants en bas âge en Ukraine. Et par là même, des réfugiés ukrainiennes étaient venus aussi dans ces clubs pour échanger, si ce n'est la technique du tricot, etc., de créer aussi de l'interculturel juste au niveau du tricot. Voilà, et ça c'était... alors c'est une des actions. Pour les actions... cette semaine. Les actions cette semaine. Donc on a depuis le 17 février, nous vendons des bougies. Alors pourquoi des bougies? Parce que la bougie, c'est la lueur, c'est l'espoir, malgré tout, pour ne pas oublier. Parce qu'on a aussi un peu une petite musique qui est en train de circuler, où on se dit, oh, finalement, c'est pas si grave, on n'a qu'à négocier avec Poutine, etc. Je crois que non, on a vu ce dont Poutine était capable encore très récemment avec l'assassinat de ce dissident. Et alors je vais faire un petit écart politique et je suis, moi et les membres de l'association, exaspérés d'entendre des gens du Rassemblement national aujourd'hui présenter leurs condoléances à la famille de ce dissident, alors qu'ils ont refusé au Parlement européen de voter toute sanction contre Poutine et toute motion de soutien à ce dissident. Voilà. Votre association, elle est censée être apolitique. Oui, mais la politique est quand même ce qui nous... Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce qu'il y a eu une invasion, et qui est une invasion très, très politique de la part de Poutine en Exemplaires. Alors venons-en aux nouvelles actions là, pour les 2 ans. Les bougies, je reviens aux bougies, donc des bougies vous en avez des exemplaires ici, hein, des bougies bleues et jaunes aux couleurs de l'Ukraine que nous vendons afin que l'on se souvienne, que ce conflit est encore là, que ce conflit est en Europe et que le peuple ukrainien se bat actuellement pour notre démocratie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, il continuera par la Pologne, par l'Estonie, et ensuite, ce sera notre tour. En vendant la bougie, vous vendez des bougies. Voilà, en vendant la bougie, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer une vieille dame vendredi à l'Intermarché de Lemberg, qui me dit « j'en prends 4 ». Je dis « pourquoi vous en voulez 4 ?» J'ai connu le temps où on était obligé de descendre dans les caves, et si ça continue, si on n'arrive pas à l'arrêter, on sera de nouveau obligé de descendre. Voilà. Donc on vend ces bougies à l'Intermarché, on les vend aussi au domino, dans différents réseaux, par le porte-à-porte, dans les différents villages, afin que les personnes puissent les allumer pour se souvenir le 24 février au soir devant leurs fenêtres. Donc l'idée que 3000 bougies puissent être allumées dans le pays de Bitche le 24 au soir, ce sera peut-être même visible. Hautement symbolique. Visible de l'espace. Et puis vous avez une veillée aussi à Götzenbrück, c'est ça? Voilà. Et le 23, nous faisons une commémoration à 18h, encore une fois pour ne pas oublier, sur la place du village de Götzenbrück, avec aussi vente de spécialités culinaires ukrainiennes, avec de la musique. Et donc on espère que les gens viendront autour des feux qui seront allumés. Il y aura des feux qui seront allumés ce soir-là pour démontrer, encore une fois, et je n'en doute pas, hein, le pays de Bitche est solidaire de l'Ukraine parce que le pays de Bitche a lui-même, et l'histoire nous le rappelle, vécu des situations qui correspondaient. Si des personnes, alors on est une association avec que des bénévoles, si des personnes sont intéressées pour revendre des bougies,
elles peuvent aussi nous contacter. Nous avons suffisamment de bougies fabriquées alors pour celles-ci localement, par les bougies bar, et les autres que nous vendons, ce sont des boules un peu plus grosses et qui, elles, sont fabriquées. Et là aussi, c'était important pour nous de soutenir l'insertion des handicapés par le travail, donc de l'ESAT de la Ruche à Göteborg. Et bien voilà, le message est passé. On va laisser le mot de la fin à la présidente de l'association franco-germano-ukrainienne. Die Europa soll nicht vergessen, dass in der Ukraine weiterhin Krieg ist, weil es kam zu solchen Lockerungen. Die Leute denken, aha, in der Ukraine. L'Europe ne doit pas oublier qu'il y a cette guerre en Ukraine. Les gens se disent, bon, la guerre se poursuit, mais je ne suis pas concernée. Chez moi, tout va bien, j'ai à manger, j'ai à boire. Mais si Poutine va plus loin, toute l'Europe peut être concernée. C'est pour ça qu'il faut tous poursuivre notre soutien envers les Ukrainiens pour que plus tard, on soit aidés aussi. Leisten für die Ukraine, dass es weiter geholfen wird. Alors ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Marie-Claire Glad-Jonas, vous partagez cet avis? Oui, tout à fait, je partage cet avis et je voulais aussi rajouter que moi personnellement, nos parents, mes grands-parents ont été accueillis en Alsace aussi pendant la guerre, donc 39-45. Et mes grands-parents, mon grand-père a laissé un petit écrit où il disait qu'il était très bien accueilli dans le village, à Wolfskirchen. Et nous avons également encore des contacts avec cette famille actuellement. Et donc je trouve que c'est extrêmement important de se battre contre toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient, et surtout la violence créée par la guerre. Qu'en 2024, on soit encore confronté à cette problématique, je trouve ça vraiment... voilà. Donc c'est pour ça que je partage tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner dans cette émission.